Bonjour, bienvenue sur la chaîne Secret d'Atelier. Je suis très heureuse de vous partager cette nouvelle interview et nous avons la chance de découvrir l'univers d'Yves Carré. Je vous invite à vous rendre dans sa maison, vous allez voir, exceptionnel. Bonjour Yves, Bonjour. merci pour l'invitation. Entre. Merci Yves de nous avoir ouvert les portes de ton atelier. Atelier qui est aussi maison. Est-ce que tu pourrais nous définir un peu cet endroit ? C'est une maison de forme annulaire, avec un patio au centre, et un tiers du lieu est consacré à l'atelier. Voilà, sert d'atelier en fait. Atelier Et dans voilà, lequel on se trouve. dans lequel Quoi. on est. Ouais. Un atelier vraiment très particulier. Alors moi j'ai eu la chance de le voir au tout début, il y a une dizaine d'années quand vous aviez commencé à le construire. Et c'est vrai qu'il y a un rappel de couleurs, de matière, partout où on pose notre regard. C'est assez original quoi. Oui, c'est une maison d'artiste. Ben voilà. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qui t'a inspiré ou pourquoi Pourquoi la maison, cette forme de maison? Ben, je t'avouerai qu'en fait, l'idée de départ, c'était de faire quelque chose de rond déjà, parce que le carré, je trouve que les angles, de façon générale, sont agressifs. Donc, pour moi, le départ, l'idée, c'était qu'il fallait que ce soit rond, absolument. Quand j'ai proposé, j'ai fait un croquis que j'ai proposé à mon architecte et ami, Francis Camerlocher, pour ne pas le citer. Il m'a dit, c'est super ton truc, mais il y a un problème, tu vas avoir besoin d'énormément de grandes longueurs de bois, et puis ça va te coûter les yeux de la fesse, quoi. Donc on s'est posé ici un jour, en se disant, bon ben on savait pas du tout en fait ce qu'on allait faire, on est venu, c'était un verger, hein. Il y avait un pommier, un cerisier, et l'idée c'était de se mettre entre ces deux arbres. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Et puis, il y avait un peu de circulation dans la rue, pas beaucoup. Je me suis dit, ben, quand même, ça, c'est pas terrible. Et j'ai lancé comme ça l'idée d'une maison avec un patio à l'intérieur. Donc, au centre de la maison, on est dans un cocon un peu protégé de tout. Et puis, mon ami, il m'a dit, ah, bah, ouais, c'est marrant, finalement, c'est pas mal. Le principe architectural, c'est des fermes, donc des triangulations qui sont... Il y en a 48 au total. Et elles sont reproduites, en fait. C'est pas un principe très compliqué, en fin de compte. Ça lui a plu, et puis on est parti là-dessus, mais de façon presque improvisée, quoi. Et voilà, c'était parti comme ça. Et après c'est toi, avec ta sensibilité, qui l'a habillé quoi, par le torchis, par Oui, la... on était deux, hein. Il y avait ma compagne aussi, Véronique Werner. Et il faut pas oublier que c'est une maison qui s'est faite à deux, surtout. Avec l'aide de copains, son père, qui était fraîchement retraité aussi, qui a beaucoup aidé. Enfin, il y a eu il fallait beaucoup de mains, quoi. Surtout pour la toiture, il fallait se passer les tuiles. Enfin, voilà, on était une équipe, comme ça, c'était très marrant. Et justement, la maison est très particulière, mais ton travail aussi. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler et nous expliquer ce que tu... Ben, la meilleure façon d'en parler, c'est de voir l'objet, mais je pense on va montrer des images. Bien sûr. Alors, c'est un travail, je suis taxé un peu de récupérateur. J'aime pas ce terme, je le trouve un peu réducteur, parce que la démarche première, c'est pas de vouloir sauver la planète, même si parce que c'est anecdotique, mais c'est quand même un peu ce qui se passe. Mais c'était pas la démarche du départ. En fait, moi, je trouve que en gros, je suis un transformeur, hein, on peut dire ça comme ça, hein. Je trouve que dans l'objet, le déchet, il y a, en tout cas dans les métaux, il y a quelque chose qui vit déjà. Et c'est un peu peut-être de la flemme, hein, j'en sais rien. Mais
Et puis c'est aussi peut-être une histoire, au départ en tout cas, c'était une histoire de moyens. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter une tôle toute nue comme une page blanche, j'allais fouiner chez les ferrailleurs, enfin, entre autres, ou aux puces, enfin les sources sont multiples. Et puis c'est un assemblage de différents objets, c'est un espèce de jeu comme ça. Alors il y a quand même une intervention, des fois il faut couper quand même, c'est pas juste coller comme ça bout à bout, c'est quand même un peu plus compliqué. Et de toute façon, avec le temps, les choses évoluent, c'est plus tellement la même façon de procéder, mais il y a un côté comme ça, recycler le déchet que je trouve intéressant. Et si je remonte aux origines, je pense que j'ai des souvenirs qui me reviennent de quand on était mioche, avec mes frères et sœurs, on était quand même 5 dans la fratrie, et chez ma grand-mère, c'était le bonheur absolu, il y avait un dépotoir. Et en alsacien, on dit Stenki. Un dépotoir, un dépôt d'ordures, parce que voilà, à l'époque, quand tu voulais plus ton frigo ou ce que tu veux, tu balançais sur un tas. Et là, d'aller fouiller là, évidemment, c'était interdit, hein, parce que c'était dangereux, il fallait surtout pas y aller. Mais c'était le grand bonheur, quoi, de trouver un objet qui coûte absolument rien, tu te l'accapares comme ça, de façon complètement inédite, gratuite. Et, enfin, il y a plein de surprises. Et je pense que c'était un peu le départ de... Après, c'était pas le départ de la vie d'artiste, parce que les origines du... Parce qu'on me demande souvent, oui, c'était comment ça a commencé. Et en fait, ça commence tout petit dans l'assiette. On s'amuse à faire des volcans avec la purée. Moi, je pense que tous les gamins le font plus ou moins. Et puis on verse la sauce dans le cratère, voilà. Ou on sculpte dans la peau d'orange ou dans le gruyère. Voilà, c'est... Ben, en tout cas, pour le déchet, je sais pas, ça me colle un peu à la peau. Mais je travaille pas exclusivement avec du déchet. Il m'arrive aussi d'acheter du matériel neuf. Mais on verra tout ça, je vous montrerai de la gravure, enfin, qui n'a rien à voir avec la transformation du déchet. Bon, en tout cas, cette étiquette, elle me colle bien à la peau, et ça ne me dérange pas plus que ça d'ailleurs. Donc le métal, j'en fais ce que je veux, quoi. Hein, et je trouve qu'il y a l'instantanéité de l'assemblage. C'est vraiment ça qui m'intéresse. Ouais, vous mettez un point de soudure, paf, ça tient tout de suite. Et ça tient bien. Et oui, si c'est bien fait, ça tient bien. Ouais. Donc c'est ton matériau de prédilection, mais après, comme tu le dis, en fait... Qui me colle à la peau, mais je ne l'ai pas choisi, hein, parce que quand on m'a mis par désespoir un peu, parce qu'au collège, je faisais n'importe quoi, parce que c'est les maths, en fait, qui m'ont coulé, parce que c'est trop abstrait, les maths. J'avais besoin de concret, j'étais assez bon, sauf dans les maths. Donc je faisais un peu le kéké, hein, c'était l'adolescence. Mais à l'époque, je voulais faire de la musique, je faisais de la pop musique. J'étais bassiste dans un groupe, et je sentais que j'avais une âme d'artiste. Donc on m'a mis interne dans un bahut qui s'appelle Verdun, à Mulhouse, le CET, ça s'appelait à l'époque. Aujourd'hui, on dit LEP. Et c'était les métiers du bâtiment. Et mes parents m'ont quand même dit, bon, mais qu'est-ce qui t'intéresserait? Et moi, c'était le bois. Bizarrement, c'était pas le métal. Et je dis, ah bah oui, les bénisteries, moi, ça m'intéresse. Manque de bol, il n'y avait plus de place. Ça s'est fait un peu in extremis. Et donc, ils m'ont dit, il reste de la place chez les métalliers. Je dis, bon, bah allons-y pour les métalliers. Pour le métal, mais c'est par accident. Hein. Et j'ai quitté ce truc-là, j'ai fait des tas de boulots très différents. Et ça m'a toujours rattrapé, c'est très curieux. On dit qu'il y a pas de hasard. Hein. Oui, puis ce lieu, complètement. Ici, au niveau de la maison, alors le lieu, il faut savoir qu'il y a quand on a décaissé pour les fondations, il y a un voisin là qui est passionné d'archéologie, hein, qui touche quand même sa bille. Et je l'ai rencontré quelques temps après au marché aux puces. Et puis on discute, et puis il réalise que je suis le voisin, en fait on ne se connaissait pas. Il me dit, ah c'est vous qui habitez là? Il dit, vous savez que vous habitez sur un foyer de l'âge du fer. Oh non. Si, si, c'est complètement fou, et il a trouvé des traces, quoi, et je trouvais ça assez incroyable. J'ai fait un tas de trucs et ça m'a toujours rattrapé, j'y suis revenu, je ne sais pas pourquoi. Ça te nourrit en fait, ça nourrit ta pratique. Oui, et puis c'est... Des fois on me demande, ouais, à propos du choix, mais en fait c'est pas du tout un choix, hein. C'est une nécessité.
C'est un peu pompeux de dire ça comme ça, mais moi je remarque que il y a des périodes comme ça où je ne suis pas dans l'action de faire quelque chose avec mes mains, de créer entre guillemets. J'aime pas trop ce terme création parce que je trouve que des créateurs, il n'y en a qu'un. Bon, je ferme la parenthèse. Mais l'acte de créer des objets, en fait de concevoir, de fabriquer, de mettre en œuvre quelque chose qui n'existe pas. Et ça, c'est quelque chose de complètement... voilà, on y pense le matin en se réveillant, le soir en se couchant, quand on est en train de faire un truc. Et moi, ça m'a toujours... je sais pas, ça me maintient... je sais pas comment dire. C'est une petite magie, quoi. Oui, la vie, j'en ai besoin, en fait. Si je me rends compte, si je passe des longues périodes sans faire ça, il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Qui va pas bien. Ouais, Qui te nourrit pas, en fait. Ouais, ça, même si je me sens pas toujours au top de ma forme, mais quand je suis dans la fabrication d'un objet quelconque, où j'invente, parce que répéter, ça m'intéresse pas non plus, eh ben là, je me sens bien, vivant, voilà. Et là, même, finalement, c'est pas la période du projet qui est le plus intéressante, c'est tout, quoi. C'est tout ce processus de création du début à la fin, pour un objet, pour une sculpture. Qu'est-ce qui t'intéresse le plus ? Ben c'est en amont déjà, quand l'idée arrive, là, comme ça, dans un coin du cerveau. Il y a une excitation d'anticiper. On est des grands anticipateurs, hein, les artistes. Hein. Mais le défaut, c'est qu'on l'est dans la vie de tous les jours aussi. Hein, et puis des fois, c'est pas toujours intéressant. Dans la relation, par exemple, à l'autre. Enfin, en tout cas, c'est très pratique. Disons que l'objet, bon ben, je le vois. Je ne vais pas dire que c'est une vision, parce que c'est un peu snob, hein, mais c'est une image, on va dire. Hein. J'ai une image, elle est là, dans mon cerveau, et après, je suis entouré d'une foultitude d'objets, il y en a quasiment trop, et je puise là-dedans selon ce qu'il me faut, et puis j'assemble tout ça, et alors c'est pas toujours conforme à ce que j'ai imaginé au départ, mais c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des surprises en route. Et ce que j'ai noté et remarqué aussi, et ça c'est une constante, c'est que quand tu fais un objet et tu as déjà de la nourriture pour le suivant, c'est graduel. Idées, en fait. Oui, en fait le processus il est graduel. Parce qu'au début c'était du tâtonnement, ça ne tenait pas trop la route. Et à force, et c'est vraiment le proverbe, le dicton du forgeron qui devient forgeron en forgeant, ah ben, il s'applique complètement là, quoi. C'est tout à fait vrai, quoi. C'est un processus sans fin, quoi. Et ce que tu as envie d'atteindre en tant qu'artiste, parce que tu as l'impression de chercher quelque chose, mais tu sais pas quoi. C'est plus que l'objet, en fait. L'objet, il n'est pas tellement important. C'est une espèce de quête comme ça, mais on sait pas trop de quoi. On peut avancer des tas d'explications, mais... Il y a un philosophe qui disait, un philosophe vivant, hein, ça m'a beaucoup plu, je ne sais plus comment il s'appelle, que les artistes, je ne parle pas spécialement des sculpteurs, hein, c'est des gens qui proposent une autre vision du monde. Mais ils ne donnent jamais de solution, parce qu'il n'y en a pas. Et chacun doit le trouver la sienne. Mais voilà, c'est un peu ça, et je me reconnais assez bien dans cette définition. Hein, si on regarde, c'est un peu ça. Et je dois dire que ça se passe assez bien. Tu nous as quand même bien expliqué le processus de création, plus que les objets que tu crées, mais en tout cas ce que ça te donne comme but dans ta vie, peut-être. Oui, je ne sais pas si c'est un but, mais tant que je suis dans cette démarche, j'ai l'impression que ma vie a un sens. Si on me l'enlevait comme ça du jour au lendemain, bon, je me rattraperais peut-être sur la musique, parce que je fais aussi de la musique, bon, beaucoup moins assidûment. Mais c'est un peu la même histoire. Sauf que la musique, c'est un art invisible, et c'est une démarche un peu
opposé, c'est le revers de la médaille, enfin de la pièce, mais c'est un peu la même chose quand même. La musique occupe le temps et la sculpture l'espace. Mais les deux se rejoignent parce que... Enfin, souvent, il y a beaucoup d'artistes qui sont comme Charlie Couture, par exemple, qui sont aussi musiciens. Et on peut très bien faire les deux. Le problème, ce serait plutôt le temps. Parce qu'il faut... Voilà. Et puis à un moment, moi, j'ai tranché. J'ai fait beaucoup de musique et puis à un moment, bon ben... J'ai eu des enfants et il fallait que... Voilà, il fallait que je sois plus stable. Et puis ça, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis oui, je voulais dire aussi un truc important, c'est que dans cette histoire, cette démarche, il y a aussi eu un point de départ, enfin il y en a eu plusieurs, mais qui était assez déterminant. C'est une rencontre en fait, avec un couple de peintres en 84, je crois. Et ça a été un déclencheur, on s'est trouvés, on avait des affinités, je peignais aussi un peu comme ça, j'ai commencé par la peinture d'ailleurs. Et à un moment, je me suis dit, j'avais quand même 10 ans d'industrie du métal derrière moi. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre ce savoir-faire au service de l'art. Voilà. Et je pense que lorsqu'il y a des personnes qui achètent certaines de tes œuvres, en fait, ils sont touchés par ton univers. C'est un peu comme avoir un petit... Quand tu dis l'artiste crée une autre dimension, tu vois. Mais je pense que beaucoup de personnes sont sensibles à ça. Et d'avoir un objet comme ça qui... Ils sont touchés. Mais oui. Il y a quelque chose qui les touche et ça, c'est très mystérieux, on ne sait pas pourquoi. Et c'est comme en musique, il y a des... Pourquoi Mozart, par exemple, il a touché, pour moi, c'est un peu le sommet de cette musique qui était classique, on va dire, post-baroque, mais pas encore romantique. Ou une chanson d'un chanteur quelconque. Pourquoi il y en a un qui va toucher plus de monde qu'un autre, et ça relève du mystère, ça s'explique pas. Et moi, j'ai de la chance, hein, il s'est passé quelque chose peut-être dans mon berceau, j'en sais rien. Je sais pas, je sais pas l'expliquer. En tout cas, ça plaît. Tu vois, je n'ai pas du tout à me plaindre. Et ce que tu veux peut-être dire aussi, c'est que celui qui acquiert une œuvre, ou une lampe, il achète aussi un petit bout de mon âme, en quelque sorte. Il y a quelque chose de moi que je laisse. Il est avec toi, en fait. Oui, et ça ne fonctionne pas avec un objet designé, je trouve. Non. Je trouve que c'est plus froid. Il y a une certaine humanité, en fait, dans l'objet. Oui, puis il y a des failles, il y a de la rouille. Moi, je ne cherche pas à cacher la rouille ou la bosse. Parce la nature de la matière, quoi. Oui, parce que quand on soude, on agresse aussi beaucoup le métal. Il va rouiller plus vite, surtout quand il est à l'extérieur. Et tout ça, je ne cherche pas à le cacher. Je trouve qu'il y a plein de poésie dans ce qui se dégrade aussi. C'est pas moche. Ah non, la rouille, je trouve ça beau. Et d'ailleurs, tu m'as montré tes nouvelles créations, une recherche par rapport à ça, en fait. Oui, ça c'est de la gravure. Ce que je pensais être de l'impression, c'est le terme que j'utilisais au début, parce que je pensais que c'était une impression, mais en fait c'est de la vraie gravure. Et ça, encore une fois, c'est un accident. Mais je peux expliquer comment ça s'est passé d'ailleurs. C'est mon fils, quand il était tout petit, l'origine de la chose. Quand il était tout petit, on a coupé des arbres. Pas ici, hein, on habitait à Mulhouse à l'époque. Et lui, il avait peut-être 3 ans, même pas. Et puis il avait pris une scie, comme ça, une scie égoïne avec une lame un peu chromée. Et puis il s'amusait à faire la tronçonneuse en faisant le bruit qui va avec. Et voilà, il jouait comme ça, mais il n'agissait pas vraiment sur le bois. Il était incapable de couper quoi que ce soit. Puis à la fin de la journée, il a laissé son jouet, entre guillemets, par terre. Il a été recouvert de branches. En l'occurrence, c'était de lif, je crois. Hein. D'accord. Et on n'a pas débarrassé tout de suite. On a 2 jours après, le temps qu'on trouve un véhicule pour enlever les branches, les amener à la déchetterie. J'ai trouvé cette scie sous un tas de feuilles. Et il y avait l'empreinte du végétal dessus. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Magnifique. Oui, mais un hasard, un truc de fou. Et c'était grâce aux gamins, en fait. Hein. J'y suis pour rien, en fin de compte. Et c'est resté dans un coin de mon cerveau. Et
Et plus tard, des années plus tard, je me suis dit, tiens, je vais agir dans le sens comme ça, provoquer l'accident. Alors j'ai essayé avec des produits, alors suivant le support, que ce soit le cuivre, acier ou laiton, ça ne réagit pas de la même manière. Il y a le facteur temps, et oxygène, enfin il y a des tas de paramètres, mais c'est ce qui est super excitant, c'est ça en fin de compte. Il faut surprise, quoi, oui, la puis recherche, il faut beaucoup se planter au début. Je me suis planté, j'ai réessayé, puis un jour j'ai essayé un truc avec un acide acétique, pour ne pas le citer, et avec des végétaux que j'ai mis sur cette plaque, des feuilles de noisetier par exemple, avec le côté de la nervure de la feuille sur la tôle, avec du poids, un produit vaporisé dessus. Et j'ai laissé ça pendant une nuit. Et le lendemain, je savais, j'étais tout excité. La surprise, et puis je découvre, j'ai mis du poids, j'enlève le poids, j'enlève le truc. Waouh! Ça a fonctionné? Ça a fonctionné. Ouais, génial. C'est du tonnerre. Alors il y a des nuances. Et au début, je pensais que c'était juste une impression. Parce qu'un jour, j'ai fait un truc qui ne me plaisait pas du tout. J'ai passé le Karcher dessus, ben, ça ne bronchait plus. C'est resté, quoi. Il y a quelques couleurs qui partaient. Les oxydes vert de gris. Ça tient pas. Mais tout le reste, les petites nuances de marron, les reliefs, tout ça, c'est resté. Ça pique en fait la matière, ça bouffe Ça un peu la la bouffe. matière, En quoi. fait, c'est un échange de molécules entre le végétal et les molécules du métal. En l'occurrence, le laiton, c'est ce qui marche le mieux. Déjà, le support, il est jaune, il est doré comme de l'or. Alors, il y a aussi, ça pète, quoi. Mais ça marche aussi sur l'acier, mais c'est pas les mêmes teintes. Et c'est plus dur à gérer. Ça a tendance à... L'oxydation a tendance à se prolonger, et puis c'est plus dur à maîtriser. Sur le laiton, c'est un matériau idéal pour ça. Parce qu'il est doré, en même temps, c'est un peu chic. Il y a quelque chose de chic, quoi. Ça fait penser à l'or. Et l'or et les traces de végétaux, alors ça marche avec les fleurs, avec n'importe quel objet. Bon, il y a une astuce, il faut le protéger si on ne veut pas qu'il s'oxyde, en l'enduisant de graisse. Enfin, il y a des astuces, quoi. Ce qui me tient vraiment à cœur, ça ne concerne pas vraiment l'artistique, c'est une autre histoire, mais enfin bon, je trouve que le contexte actuel, il est dur pour tout le monde, ça c'est clair. Et la profession artistique on a pris un coup parce qu'on est dans les inutiles. Mais c'est faux, parce que en fait, je me rends compte que c'est pas vrai du tout. Parce qu'il y a quand même une demande, et je crois que même plus que jamais, on a besoin peut-être de se tourner vers des choses. En fait, l'art, c'est parfaitement inutile et indispensable à la fois. Et c'est ce que je dis, je rappelle des fois je travaille avec des jeunes dans des collèges, et qui se demandent, et qui se disent, oh ouais, ça sert à rien, l'autre truc, ça sert à rien, quoi. À quoi ça sert? Eh ben, j'ai une petite astuce, je dis, ben, tu vois, ces chaussures, là, elles ont été dessinées par un artiste, tu vois, on fait des pompes aujourd'hui qui ont un design, quoi. Et ou ton machin, ton sac, ou ton paquet de clopes, n'importe, tu l'as partout, en fin de compte. Il faut peut-être se le rappeler, quoi. S'en rendre compte. On ne s'en rend pas En compte, prendre mais conscience, en fait. une voiture, elle est designée, elle a un dessin. Enfin, aujourd'hui, elles sont assez moches, mais il y a une époque où elles étaient dessinées à la main. Elles avaient de la gueule. Aujourd'hui, c'est plus ou moins des robots qui dessinent. Intéressant. Elles se ressemblent toutes, plus ou moins, quoi. C'est un peu l'intelligence artificielle. Qui peuvent faire peur, quoi. Ah, moi, je déteste ce terme. Ça me fait peur. Je ne sais pas où on va aller, mais il y a un futur comme ça qui me fait froid dans le dos, quoi. Mais je crois que c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, il y a une transition. Et un besoin, comme tu dis, enfin, je veux dire, un besoin d'humanité. Mais en même temps, je constate que malgré tout, on ne pourra jamais séparer les gens, même si on leur impose des masques et de s'éloigner les uns des autres, ça ne fonctionnera jamais. Parce qu'on est des êtres sociaux, on a besoin du contact, et cette histoire de séparer, ça marche un temps. Ça peut marcher dans le cadre d'une urgence absolue, ce qui a été le cas l'an dernier. Aujourd'hui, je crois que c'est plus le cas. On entretient
je crois, enfin bon, qu'on entretient un truc pour pouvoir placer des choses pas très avouables, hein, un espèce d'ordre mondialisé comme ça, que je vois poindre, mais gros comme un camion, quoi. Et bon, après, je suis peut-être d'une génération où c'est trop tard, mais Ou c'est peut-être une résistance aussi de créer, comme tu dis, enfin, créer ouais. quelque chose de personnel, quelque chose de... Enfin, moi, le tout robotisé, le tout numérique, ça m'inquiète. Je trouve que c'est pas intéressant, en fait. De toute façon, il y aura toujours heureusement, des êtres humains. oui, et puis la main de l'homme, elle sera nécessaire. On peut tout faire aujourd'hui avec des robots. On peut opérer un cerveau de façon super précise, à distance. Pour ça, c'est magnifique. Mais bon, on construit encore des maisons, il faudra encore des plombiers, des jardiniers. Même si tout se mécanise, on voit bien que c'est pas la solution et que finalement rien ne remplacera jamais. Bon, c'est peut-être un discours de has-been, hein. Moi je veux bien, hein. C'est pas ma génération, quoi. Non, je pense pas. C'est le discours de quelqu'un qui est franc. Oui, enfin, moi j'ai jamais été attiré par tout ce qui est produit industriellement. C'est pas mon truc, voilà, c'est tout. Je suis un espèce de vautour de. Merci Yves pour cet après-midi vraiment très, très, très importante. C'est un vrai dialogue qu'on a eu tous les deux et qu'on a pu partager aux personnes qui nous suivent. Voilà, j'espère que les gens comprendront à quel point c'est essentiel en fait de créer et de continuer à créer. Et merci encore de nous avoir accueillis dans ton univers. Avec plaisir, en tout cas. Et on espère te retrouver très vite pour de vrai lors d'expositions ou de manifestations culturelles. Espérons que ça reviendra, oui. Merci encore Yves. De rien.